Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre rubrique Vox Populi, la voix du peuple qui informe le peuple sur les choses qui lui sont cachées et qui sont autour de lui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet majeur et central, notamment pour le XXIe siècle, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est une vieille idée, on va la détailler, parce qu'elle émane d'un homme dont on va pouvoir lire une citation. Je veux prédire avec une certitude absolue qu'au sein d'une autre génération, il y aura une autre guerre mondiale si les nations du monde ne se concertent pas sur la méthode de l'empêcher. Qui a écrit cette citation? Le président Thomas Woodrow Wilson, 28e président des États-Unis. Avant d'être président des États-Unis, il était gouverneur démocrate du New Jersey en 1910. Puis, grâce à certaines de ses idées, de ses réformes, il est devenu candidat à l'élection présidentielle de 1912 et, comme vous le savez, devenu président des États-Unis. Bon, il est aussi connu parce qu'il a créé en 1918 la Ligue des Nations. Qu'est-ce que la Ligue des Nations? La Ligue des Nations, c'est ni plus ni moins que l'organe antique de la Société des Nations, qui elle-même est l'organe antique de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, cette organisation, qui était la Ligue des Nations, c'était une organisation internationaliste, supranationale, qui avait pour but, à la fin de la Première Guerre mondiale, de pouvoir gérer les conflits entre les nations et de pouvoir aussi gérer l'économie et la réguler sur l'ensemble d'abord de l'Europe et du monde. Vous voyez que le mondialisme n'est pas une idée nouvelle, mais bien une idée ancienne. Quels étaient les buts donc de cette Ligue des Nations? Ligue des Nations qui, entre guillemets, est devenue Société des Nations suite au traité de Versailles en 1919, puisque c'est ce traité qui a instauré de facto cette société. Donc cette Société des Nations avait pour but, à la fin de la Première Guerre mondiale, de pouvoir remettre de l'ordre dans la finance européenne qui avait été complètement détruite par la guerre. Ça consistait à pouvoir faciliter l'accès au crédit et les entraves donc dans le milieu financier qu'il fallait remettre en place, enlever les entraves, remettre en place le système financier. Et c'est donc en 1920 que l'ensemble des professionnels du secteur décident de lancer un appel aux gouvernements nationaux afin qu'ils puissent prendre des mesures efficaces pour réguler l'échange, les crédits, les émissions monétaires et les échanges commerciaux. Donc on voit que déjà, il y a une idée importante qui ressort là-dedans, la gestion économique et politique du monde. Donc, cette Société des Nations avait 39 représentants sur les 5 continents. Donc, ça fait du monde. Et c'est donc en septembre de l'année 1920, à Bruxelles, comme par hasard, Bruxelles est un axe majeur et est un lieu qu'on ne peut éviter quand il s'agit de finances et d'organisation mondiale politique. Donc Bruxelles fut le cadre d'une conférence financière internationale. Et dans cette conférence internationale, on a demandé à la Société des Nations de se doter d'une organisation qui avait pour mission de coordonner la gestion de la coopération de tous les pays, notamment dans les secteurs économiques et financiers. On voit déjà une certaine forme d'organisation mondiale de la finance. C'était vraiment les prémices, mais les prémices importantes. On va voir aussi qu'un autre président américain a été très intéressé par ce système. Mais avant de revenir sur ce sujet, je voudrais dire que les États-Unis ont refusé à l'époque d'adhérer à la Société des Nations, pour 2 raisons précises. La première, parce qu'ils étaient attachés à leur souveraineté, ne voulaient pas transiger dessus. L'Américain aime l'Amérique, et il veut se battre d'abord pour l'Amérique, point barre. Deuxièmement, parce que les sénateurs avaient compris à l'époque que les Européens allaient sûrement se déchirer dans une autre guerre mondiale et ne voulaient pas entraîner leurs troupes dans cette future guerre. Voilà pourquoi
les États-Unis n'ont pas adhéré à la Société des Nations. Ce qui malheureusement a créé une peine énorme dans le cœur du président Wilson, qui certes a obtenu le prix Nobel de la paix, mais a échoué à instaurer cet ordre mondial en imposant à l'Amérique d'y rentrer. Comme quoi on peut réussir un projet à l'extérieur, de façon internationale, et échouer nationalement à faire que ce projet voit le jour. Et c'était le cas de Woodrow Wilson. Maintenant, on va venir à Franklin Roosevelt, qui a inspiré la création de l'Organisation des Nations Unies. Donc, il a été élu le 8 novembre 1932. Lui aussi était démocrate, comme par hasard. Il a connu la crise de 1929, le crash boursier, et a mis en place le New Deal, le nouvel échange économique. Et il était tellement, lui, omnubilé par l'idée du mondialisme qu'en 1935, il a décidé de faire imprimer au dos de chaque dollar américain une maxime à l'intérieur d'un ruban. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Derrière le dollar américain, vous avez une pyramide qui ressemble à une pyramide maçonnique. Vous avez un œil qui contrôle tout, l'œil d'Horus, et qui rayonne. Alors cet œil, c'est le contrôle sur le système du haut jusqu'au bas. C'est-à-dire qu'on contrôle le système du haut de la pyramide jusqu'au bas de la pyramide. Et le nouvel ordre mondial, c'est ça, c'est contrôler le monde politiquement, économiquement, syndicalement, du haut vers le bas. Et en dessous, vous avez aussi un ruban dans lequel il est écrit Novus Ordo Seclorum, ce qui signifie nouvel ordre mondial. On voit bien que dans la tête de certaines personnes, le mondialisme était vraiment ancré en eux et ils ont voulu établir ce mondialisme parce qu'ils pensaient que, dans leur idée, c'était la meilleure façon d'éviter une nouvelle guerre mondiale. Pour eux, maximiser le capital, les échanges commerciaux, les échanges monétaires, unir le monde dans un espèce de magma universel était le gage d'une paix mondiale. Ce qui est une erreur puisque ces organisations n'ont pas empêché la Deuxième Guerre mondiale d'arriver. Néanmoins, on va aller un petit peu plus loin. On va voir en Europe ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. À savoir d'abord que l'Organisation des Nations Unies s'est créée en 1945. Et en Europe, que s'est-il passé? Tout simplement, on a décidé, suite au plan Marshall, de créer la Communauté européenne du charbon et de l'acier, soit la CECA. Donc elle a été créée le 9 mai 1950 et a fait l'objet d'un discours très célèbre du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Robert Schuman, qui était assisté lui-même de Jean Monnet, considéré comme le père de l'Europe, qui lui, avant de s'insérer dans ce projet européen, était haut commissaire au plan Marshall. Donc la France et l'Allemagne ont cessé de pouvoir s'alimenter par le plan Marshall suite à la mise en place de la Commission européenne ou de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc, quels étaient les buts essentiels de cette communauté? Aider la croissance économique au travers d'une paix durable entre les deux anciens antagonistes. Donc on peut se poser la question, pourquoi on voulait unir les efforts de ces deux pays au travers du charbon et de l'acier? Parce que ces deux ressources étaient la base de l'industrie de guerre de ces deux nations. La CACE, la CECA plus précisément, c'est pas évident de parler de ces sigles, était une organisation, là aussi internationaliste, supranationale, visant à insérer comme première marche une fédération européenne. Et c'est donc le traité de Paris qui a établi de façon officielle la CECA en 1951. 6 ans après, interviendra le traité de Rome qui sera signé le 9 mars 1957 au Vatican avec 6 États signataires qui formeront la communauté économique européenne. Mais on ne va pas débattre de ce sujet parce que je veux vraiment qu'on comprenne
le travail que Jean Monnet et Robert Schuman ont fait dans la CECA et quels étaient les buts à long terme. Contribuer à l'expansion économique, au développement de l'emploi, à l'amélioration du niveau de vie, à veiller à l'approvisionnement régulier du marché commun en charbon et en acier, assurer un égal accès aux ressources de production et au prix, à l'amélioration des conditions de la main-d'œuvre, accompagné du développement international des échanges et de la modernisation de l'outil de production. Projet qui paraissait à l'origine noble, mais il n'en est rien. Et puis est venu aussi un autre fondement de l'Europe, la libre circulation des produits. Ouh, ça veut dire que Schengen existe depuis longtemps, puisque déjà à cette époque on parlait de la libre circulation des produits dans l'espace européen. Donc dans cette CECA, il y a eu 6 pays qui l'ont fondée, 6 pays signataires. La Belgique, la France, le Luxembourg, l'Italie, la RFA et les Pays-Bas. Voilà l'origine de la CECA. Et moi je veux aussi m'attarder sur Jean Monnet, qui était le père fondateur de l'Europe, et venir un peu sur des points de sa vie qu'on connaît moins. Qui était Jean Monnet? Il était, vous allez comprendre, l'un des artisans de la Société des Nations. Comme par hasard, il était déjà mondialiste, dont il était le numéro 2. Vous voyez, le numéro 2, pas le numéro 36. Il avait déjà une influence sur le mondialisme, sur les organismes internationaux, et puis sur le financier. En 1920, donc, il a été appelé au poste de secrétaire général adjoint de l'organisation. C'était quand même pas un petit, hein, monsieur Jean Monnet. On va voir aussi que c'est lui qui a organisé cette conférence financière à Bruxelles, qui a été importante puisqu'elle a mis des bases de la finance internationale en ordre, et puis a démissionné de son poste en 1923 pour rejoindre l'entreprise familiale d'alcool de son père qui, à l'époque, était en grande difficulté. À force de travail, il a redressé la situation, il s'est enrichi, en s'appuyant, bien entendu, comme tant d'autres, sur des réseaux de la contrebande. Il a travaillé en France et aux États-Unis et s'est engagé par la suite à une carrière d'homme d'affaires et de financier international. Il a été aussi fondateur d'une banque à San Francisco, la Banque America. Vous voyez, on a affaire à une espèce d'élite qui, depuis le départ, nage dans le monde économique, financier, et qui n'a qu'un but, diriger le monde, faire une oligarchie réduite, élitiste, qui gère le monde économique, politique, financier, et qui gère toutes les relations entre les nations et induisant leurs idées dans la tête des gens. C'est un contrôle mondial, un contrôle de haut niveau qui a commencé dès cette époque-là à se mettre en place, et je tenais à vous le dire. Ces commissions ou ces organes, notamment que ce soit la Ligue des Nations, que ce soit la SDN, que ce soit bien entendu la CECA, tous ces organes sont venus pour ne pas voir une nouvelle guerre mondiale arriver. Et le problème, eh bien, la guerre mondiale viendra parce que l'économie sera chauffée à blanc à cause de capitalistes qui sont inhumains, qui sont orientés sur l'appât du gain, sur la voracité des marchés financiers, et nous allons tout droit à la catastrophe. Et c'est sur ce point-là que je vais arrêter la première partie de cette explication qui va être longue et qui va détailler ce qu'est le nouvel ordre mondial. Merci d'avoir écouté et à la suite.